Vous n'avez rien à faire pendant cette heure, rien à noter, rien à retenir, rien à appliquer demain matin. L'unique chose qui vous est demandée, c'est d'être là. Et vous l'êtes déjà. Posez votre téléphone, ou gardez-le, peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vos mains font, c'est ce à quoi vous accordez votre attention. Et pour une heure, cette attention est libre. Complètement libre. Personne n'en a besoin. Aucune notification ne peut la réclamer. Aucune tâche ne peut la justifier. Elle est là, disponible, et elle vous appartient. Il y a quelque chose de rare dans le fait de ne rien devoir à personne. Pas de message à renvoyer, pas de décision à prendre, pas de visage à composer pour que l'autre se sente à l'aise. Juste vous, dans l'endroit où vous êtes, avec la personne que vous êtes quand personne ne regarde. Vous connaissez cette sensation, celle de rentrer chez vous après une longue journée, de poser vos clés sur le meuble de l'entrée avec ce bruit creux et familier, de retirer vos chaussures et de rester debout une seconde sans bouger. Pas parce que vous êtes épuisé au point de ne plus pouvoir avancer, enfin, si, mais pas seulement. C'est comme si le mouvement de la journée continuait à tourner en vous alors que votre corps, lui, s'est arrêté. Vous êtes dans votre cuisine, mais votre tête est encore dans cette conversation de 14 heures. Cette phrase que quelqu'un a dite, ce mot que vous avez senti mal choisi, mais que vous n'avez pas relevé parce que la réunion continuait. Ce silence d'une seconde qui a suivi votre suggestion et que tout le monde a semblé ignorer. Vous y revenez, pas pour analyser, juste parce que ça tourne. Vous êtes sous la douche, l'eau chaude sur vos épaules, et vous êtes déjà dans la réunion de demain. Vous préparez ce que vous allez dire. Vous anticipez les objections. Vous choisissez vos mots pour un échange qui n'a pas encore eu lieu et qui se passera probablement rien de ce que vous imaginez. Vous êtes allongé dans votre lit, mais vous refaites le film d'une conversation qui date de 3 semaines. Une discussion qui s'est terminée de façon floue. Rien de grave, personne ne s'est fâché. Mais quelque chose n'était pas résolu. Et cette non-résolution flotte encore, légère et persistante, comme une odeur qu'on n'arrive pas à localiser. Le problème, ce n'est pas que votre esprit s'agite. Il fait ça depuis toujours. Le problème, c'est que vous avez fini par croire que c'est fréquent et donc normal. Ce n'est pas la même chose. Un mot ancien existe pour décrire ça. Le tumulte intérieur. Pas la douleur, pas la tristesse. Le tumulte. Cette agitation diffuse qui n'a pas de cause précise et qui pourtant colore tout ce que vous traversez dans une journée. Vous vous levez le matin et c'est déjà là. Pas une angoisse nette avec un objet identifiable, juste un fond de bruit qui rend chaque chose légèrement plus lourde qu'elle ne devrait l'être. Répondre à un message devient un effort. Pas un effort immense, un effort de démarrage, comme une voiture partant froid. Décider quoi manger devient un effort. Choisir entre 2 options qui ne vous emballent ni l'une ni l'autre devient un effort. Pas un effort immense, un effort constant. Et c'est la constance qui use. Ce n'est pas visible depuis l'extérieur. Depuis l'extérieur, vous fonctionnez. Vous répondez aux messages dans des délais raisonnables. Vous êtes présent aux réunions. Vous dites « ça va » avec une sincérité convaincante. Mais de l'intérieur, quelque chose grince en permanence. Comme un appareil électroménager qui marche, mais qui fait un bruit qu'il ne devrait pas faire. Vous vous êtes habitué au bruit. Vous ne l'entendez presque plus. Mais il consomme de l'énergie. En permanence. Même la nuit. Et quand quelqu'un vous demande « ça va ?» vous dites oui, parce que ça va. Objectivement, ça va. Mais entre « ça va » et « je vais bien », il y a un gouffre que personne ne mesure. Pas parce que les gens ne s'intéressent pas, parce que la question n'est pas vraiment une question. C'est un code social, et vous maîtrisez parfaitement le code. On appelle ça la mort des 1000 coupures. Pas les grandes épreuves, les petites frictions qui s'accumulent jusqu'à ce que leur poids combiné devienne considérable.
le réveil qui sonne trop tôt, et pas d'une minute ou deux, mais juste avant le moment où votre corps était prêt à finir un cycle. Vous partez de là avec un léger déficit. La tartine qui tombe du mauvais côté. Ça semble dérisoire, et ça l'est, sauf quand c'est la 100e chose dérisoire de la semaine. Le collègue qui parle trop fort au téléphone dans l'espace ouvert, pas assez fort pour que vous puissiez vous plaindre légitimement, juste assez fort pour vous empêcher de vous concentrer. L'email arrivé à 18h45, hors des heures de travail officielles, mais suffisamment ambigu pour que vous ne sachiez pas si vous devez y répondre ou attendre demain. Vous n'y répondez pas, mais il est là, dans un coin de votre esprit, pendant le dîner. La file d'attente qui avance d'un rang toutes les 3 minutes alors que vous êtes déjà en retard. Le mot que vous avez cherché pendant toute une conversation, ce mot précis qui existait exactement pour ce que vous vouliez dire et qui vous est revenu dans la voiture 20 minutes trop tard. La connexion Internet qui ralentit exactement quand vous en avez besoin. Le ticket de caisse froissé dans votre poche qui vous rappellera dans 2 jours quelque chose que vous aviez oublié de vérifier. Le bruit des voisins du dessus, pas une fête, juste la vie ordinaire de quelqu'un d'autre qui résonne à travers le plafond avec un timing parfaitement mauvais. La vie moderne ne vous assomme pas, elle vous grignote. Et à force d'être grignoté, il ne reste plus grand-chose quand le soir arrive. Et puis il y a le bruit de l'intérieur, le flux de pensées que vous n'avez pas invité mais qui s'installe dès que le bruit extérieur baisse. Celui qui commence quand vous éteignez la lumière, ou quand vous mettez les écouteurs, mais que le regard se perd dans la vitre du métro. Cette voix qui fait le bilan en temps réel, qui comptabilise ce qui n'a pas été fait, qui anticipe ce qui pourrait mal tourner, qui rejoue les scènes où vous auriez pu vous exprimer autrement, agir autrement, être légèrement différent de ce que vous avez été. Ce n'est pas une voix malveillante, c'est une voix qui cherche à vous protéger, à vous améliorer, à vous préparer. Mais elle ne s'arrête jamais pour vérifier si vous en avez besoin. Elle continue, automatiquement, comme un programme en arrière-plan qui tourne même quand on ne l'utilise pas et qui ralentit tout le reste. Vous avez peut-être essayé de la faire taire par la distraction, le téléphone avant de dormir, la série qu'on regarde moins pour le plaisir que pour se vider la tête, la musique dans les oreilles pour couvrir le silence qui permettrait à la voix de s'exprimer. Ces stratégies fonctionnent partiellement. Elles décalent le moment. Elles ne le suppriment pas. La façon de l'apprivoiser n'est pas de l'étouffer. C'est de lui retirer son urgence. Lui dire, pas avec des mots, mais avec un état du corps, « je t'entends ». Et rien de tout ça n'est urgent. Pas maintenant. Pas à cette heure. Cette heure est pour autre chose. Et cette autre chose, c'est simplement être là, dans ce corps, dans cette respiration, dans ce moment précis qui ne demande rien de plus. Et puis il y a l'écart. L'écart entre la version de vous que les gens voient et celle que vous êtes quand la porte se ferme derrière eux. La version publique est compétente, polie, elle rit quand il faut, s'intéresse quand il faut, dose son énergie avec une précision que vous ne mesurez même plus consciemment. Avec ce collègue qui a besoin d'être rassuré, vous êtes chaleureux. Avec ce client qui préfère la distance professionnelle, vous êtes précis et factuel. Avec cet ami qui n'est heureux que quand il domine la conversation, vous posez les bonnes questions et vous écoutez avec la bonne dose d'enthousiasme. Chaque interaction a sa tonalité et vous passez de l'une à l'autre sans transition visible, comme un musicien qui change d'accord sans regarder ses doigts. La version privée, c'est celle qui retire ses chaussures, qui s'assoit lourdement sur le bord du canapé, qui fixe un point sur le mur sans raison pendant 2 minutes avant de réaliser qu'elle n'a rien regardé du tout. Celle qui n'a pas envie de parler, même avec des gens qu'elle aime. Celle qui ouvre le réfrigérateur, regarde l'intérieur sans le voir et le referme sans avoir rien pris. Celle qui aimerait parfois que le monde entier s'arrête pendant 24 heures. Pas pour faire quelque chose de cette pause, pas pour être productif ou rattraper du retard,
juste pour respirer sans avoir de raison de respirer vite. L'écart entre ces deux versions, c'est ce qui vous fatigue vraiment. Pas le travail en lui-même, pas les responsabilités en elles-mêmes, l'énergie qu'il faut pour passer de l'une à l'autre. L'énergie qu'il faut pour recoudre la couture chaque matin et que personne ne voit la jointure. Et vous n'êtes pas seul à vivre ça. Le collègue qui semble toujours confiant, celui qui prend la parole en réunion avec une aisance que vous lui enviez parfois, il se réveille à 4 heures du matin avec exactement les mêmes doutes que vous, formulés différemment. L'ami qui paraît avoir trouvé sa voie, qui poste des photos de sa vie en ordre, change de réponse quand on lui demande si elle est heureuse, selon le jour de la semaine et selon qui pose la question. La compétence que les gens maîtrisent le mieux autour de vous, ce n'est pas leur métier. C'est l'apparence de maîtrise. Vous vous préparez en permanence et personne ne le sait. Pas au sens pratique du terme, émotionnellement. Avant une conversation difficile, celle où il faudra dire quelque chose que l'autre ne voudra pas entendre, vous répétez dans votre tête ce que vous allez dire. Vous testez les formulations, vous anticipez les réactions, vous ajustez le ton. Avant un événement social, même agréable, vous décidez quelle version de vous-même présenter. Pas parce que vous êtes calculateur, parce que vous avez appris que chaque espace a ses codes et que les transgresser coûte plus cher que de les respecter. Avant de retrouver certaines personnes, vous ajustez votre énergie, votre ton, votre degré d'ouverture émotionnelle. Avec un tel, vous pouvez être direct. Avec une telle, vous dosez. Avec ce groupe-là, vous restez en surface. Pas parce que vous ne leur faites pas confiance, parce que vous avez essayé une fois d'aller plus loin et que ça n'a pas produit ce que vous espériez. Ce travail invisible est réel. C'est un travail que personne ne reconnaît parce que personne ne le voit. Mais il explique pourquoi vous êtes parfois épuisé après une journée où il ne s'est objectivement rien passé de lourd. Il s'est passé des dizaines de micro-préparations, de micro-ajustements, de micro-transitions entre des versions de vous-même adaptées à des contextes différents. Et chacune a coûté quelque chose, un peu d'attention, un peu de présence, un peu de cette énergie que vous ne savez pas nommer, mais dont vous sentez très clairement l'absence quand il n'en reste plus. Ce que vous faites chaque jour sans y penser, sans en parler, sans en tirer de fierté parce que vous pensez que tout le monde fait pareil, c'est un travail de fond. Un travail de présence dans un monde qui réclame en permanence. Voici quelque chose que personne ne dit sur la fatigue de fin de journée. Ce n'est pas seulement le corps qui est épuisé. Ce n'est pas seulement la quantité de travail accompli. C'est le nombre de fois où vous avez dû décider comment vous présenter. Décider quelle version de la vérité partager avec qui. Décider si cette situation méritait une réaction et si oui, laquelle et à quel degré. Vous avez eu peut-être 10, 15, 20 interactions significatives aujourd'hui. Chacune a nécessité une calibration. Votre responsable vous a posé une question dont vous ne connaissiez pas entièrement la réponse et vous avez navigué entre la transparence et la compétence. Quelqu'un vous a demandé votre avis sur quelque chose de délicat et vous avez pesé l'honnêteté contre la diplomatie en quelques secondes. Quelqu'un vous a dit quelque chose que vous avez trouvé blessant et vous avez décidé instantanément si vous le disiez ou si vous l'absorbiez. Ces décisions se prennent vite. Tellement vite qu'on ne les identifie pas comme des décisions. Elles passent pour des réflexes, mais elles consomment quelque chose, chaque fois. Et puis il y a les choses que vous avez voulu dire et que vous n'avez pas dites. Pas par lâcheté, par calcul, par anticipation de ce que ça aurait coûté de les dire. La remarque que vous auriez pu faire à cette réunion, mais qui aurait créé une tension dont vous n'aviez pas l'énergie de gérer les conséquences. La question que vous auriez voulu poser à cette personne, mais dont la réponse vous aurait peut-être donné quelque chose de difficile à porter. Vous portez aussi ce que vous n'avez pas dit. C'est plus lourd qu'on ne le croit, parce que ça n'a pas d'endroit où aller. Ça reste là, dans le fond, sans forme précise. Là, maintenant, vous n'avez rien à calibrer, rien à décider, rien à peser. La seule chose qui existe, c'est votre respiration et le contact de votre corps avec ce qui vous supporte.
Tout le reste peut attendre. Être là est déjà beaucoup, et vous êtes là. Il y a des choses que vous portez dont vous n'avez jamais parlé à personne. Pas parce qu'elles sont secrètes, pas parce qu'elles sont honteuses, parce qu'elles sont trop ordinaires pour sembler intéressantes à raconter et trop lourdes pour être ignorées. Ce petit calcul mental que vous faites chaque fin de mois en regardant votre compte en banque. Pas un calcul de survie, vous ne survivez pas, vous gérez. Et gérer, ça ressemble à avancer sur une surface à la pente si légère qu'on oublie qu'on est en train de monter. Pas suffisamment pentu pour justifier une plainte, juste assez pentu pour être fatigant sur la durée. Sourire dans une situation où vous n'avez aucune envie de sourire a un coût. Pas visible, pas mesurable, mais réel. Garder votre avis pour vous dans une conversation où le donné ne changerait rien et créerait seulement des frictions, encore un coût. Accepter un « tu vas bien ?» sans le corriger, sans dire « non, pas vraiment, pas aujourd'hui », encore un autre. Ces petits renoncements s'additionnent en silence. Personne ne vous décernera de médaille pour cette endurance. Mais cette capacité à avancer en portant un poids invisible, à tenir sans que ça paraisse, à continuer à être présent pour les autres quand vous avez besoin de quelqu'un pour être présent pour vous, c'est peut-être la chose la plus impressionnante que vous faites au quotidien. Sans le savoir, sans le valoriser. Personne ne dit quelque chose d'essentiel sur la gentillesse, sur votre gentillesse spécifiquement. Pas la gentillesse performative, pas celle qu'on expose, la vôtre. Celle qui fait que vous dites oui alors que votre corps entier dit non. Vous dites oui à ce service qu'on vous demande un vendredi soir alors que votre week-end est déjà fragmenté. Vous écoutez des gens qui ne vous écouteront jamais en retour, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que l'écoute n'est pas leur langage et que vous ne savez pas comment le demander sans avoir l'air d'exiger quelque chose. Vous absorbez les émotions des autres en plus des vôtres, et la charge combinée est devenue votre état de base, votre température normale. Vous ne le faites pas par faiblesse. Vous le faites parce que quelque chose, très tôt dans votre vie, vous a appris que votre valeur dépend de votre utilité. Pas une leçon explicite, pas quelqu'un qui vous a dit « si tu n'es pas utile, tu ne comptes pas ». Ça s'est transmis autrement. Par le sourire qui apparaissait sur le visage de quelqu'un, seulement quand vous faisiez quelque chose pour lui. Par l'absence d'attention dans les moments où vous ne serviez à rien en particulier. Par ce regard légèrement plus froid quand vous disiez non, même pour quelque chose de raisonnable. Et depuis vous servez, vous écoutez, vous arrangez, vous anticipez les besoins des autres avant qu'ils les formulent, parce que répondre avant qu'on demande vous met à l'abri de la déception dans leurs yeux. Le réflexe est si profond que vous ne savez même plus, honnêtement, si vous êtes réellement généreux ou simplement terrorisé à l'idée de ne plus l'être. La frontière entre les deux s'est estompée il y a longtemps, et ce n'est pas un défaut, c'est une adaptation. Une adaptation intelligente à un contexte qui vous a formé. Comprendre ça n'efface pas le poids, mais ça le rend moins opaque. Vous connaissez des gens qui ne sont plus là? Pas forcément disparus au sens définitif du terme, partis. Des amitiés qui se sont dissoutes si progressivement que vous ne pouvez pas pointer le moment exact où elles ont cessé d'exister. Il n'y a pas eu de rupture, pas d'explication, pas de scène. Les emplois du temps ne coïncidaient plus, vous avez annulé un déjeuner pour un empêchement professionnel, lui ou elle a annulé le suivant pour quelque chose de familial. Et puis, il n'y a plus eu de suivant. Juste des « on se rappelle bientôt » échangés avec une sincérité décroissante, jusqu'au silence. Un jour, vous avez voulu envoyer un message à cette personne pour partager quelque chose, une information qui lui aurait plu, une blague que vous avez entendue et qui l'aurait fait rire, et vous avez réalisé que vous n'étiez plus sûr que le message serait bien reçu, que trop de temps avait passé, que le terrain s'était refroidi sans que vous l'ayez décidé. C'est un deuil sans rituel. Il ne génère pas de larmes, parce qu'il ne génère pas non plus de moments précis de perte. Il se manifeste par des fragments épars, une chanson que vous avez envie de lui faire écouter, mais qu'il n'y a plus de lui à qui l'envoyer.
Un endroit qui rappelle une soirée partagée il y a des années, quand les choses étaient différentes, quand vous étiez différent. Une blague intérieure à deux qu'il n'y a plus personne pour partager. Ce genre de perte ne laisse pas de cicatrices visibles. Elle laisse un espace légèrement vide dans des conversations que vous n'aurez plus. Et vous portez cet espace sans jamais vraiment nommer ce qu'il contient. Certaines conversations que vous n'avez jamais eues vous manquent quand même. Des échanges qui auraient pu avoir lieu et qui ne se sont pas produits, non pas par manque de désir, mais par manque de fenêtre ou de courage. Des choses que vous auriez voulu dire à votre père ou à votre mère. Pas des révélations dramatiques, des vérités douces, des reconnaissances simples. Ce que tu as fait pour moi quand j'avais 12 ans, je ne l'ai pas oublié. Ou il y a une façon que tu as de regarder les gens quand ils parlent, et je l'ai copié sans m'en rendre compte. Les mots existaient, mais le moment, lui, ne trouvait jamais sa forme. On était à table, il y avait du monde, ce n'était pas le bon cadre. Et les cadres ont changé et les mots sont restés dans un tiroir dont vous ne vous souvenez plus bien de l'emplacement. Des choses que vous auriez voulu dire à quelqu'un qui est parti trop vite. Une phrase, pas un discours, une phrase courte. Tu comptais pour moi plus que je ne te l'ai montré. Ou je suis désolé d'avoir mis du temps à comprendre. Des mots que vous n'avez pas prononcés, non pas parce que vous ne les pensiez pas, mais parce qu'ils impliquaient une vulnérabilité que vous n'étiez pas prête à accorder à ce moment-là. Et puis des choses que vous aimeriez vous dire à vous-même. Cette conversation-là serait peut-être la plus difficile de toutes. Vous asseoir en face de vous-même, sans la distraction des responsabilités, sans le bruit habituel, et dire « Je suis fatigué de porter le poids des autres en prétendant que le mien n'existe pas. Je ne sais plus comment m'arrêter sans avoir l'impression de trahir quelque chose. Je ne sais même plus si j'ai le droit de m'arrêter. » Ces conversations n'ont pas besoin d'avoir lieu à voix haute. Certaines des plus importantes de votre existence n'auront peut-être jamais de formulation explicite. Certaines choses existent mieux dans le silence que dans les mots. Certaines reconnaissances n'ont besoin que d'être ressenties, pas énoncées. Les gens qui vous connaissent bien savent quelque chose que ceux qui vous connaissent peu ne voient pas. Vous avez une capacité à tenir, pas à foncer, à tenir, à rester, à continuer d'être là alors que quelque chose en vous voudrait se retirer, se fermer, s'isoler pour souffler. Cette capacité-là, vous l'avez exercée des dizaines de fois sans vous en attribuer le mérite. Quand vous avez traversé une période difficile et que vous avez continué à assurer vos responsabilités comme si de rien n'était, parce qu'il le fallait. Quand quelqu'un que vous aimiez traversait quelque chose de lourd et que vous avez mis votre propre charge de côté pour être disponible. Quand vous n'aviez pas de réponse à une situation, mais que vous êtes resté dans la situation quand même, sans fuir. On ne célèbre pas assez cette forme de courage, parce qu'elle est invisible. Elle ne produit pas de moments héroïques. Elle produit de la continuité. Et la continuité est moins spectaculaire que les grandes ruptures, mais elle demande plus d'endurance. Vous méritez de reconnaître cela. Pas de façon grandiose, juste de le noter, dans cet espace entre l'éveil et le sommeil, où la vérité passe parfois plus facilement que le reste. Vous avez tenu. Vous tenez encore. Et ça, c'est quelque chose. On ne parle jamais de la guérison telle qu'elle est vraiment. On en parle comme d'un arc narratif propre. Un avant sombre, une prise de conscience, un après lumineux. Vous étiez perdu, vous avez fait du chemin, vous êtes arrivé. La réalité est moins cinématographique. La guérison mentale ne progresse pas en ligne droite. Elle avance par fragments, recule par vagues, s'immobilise pendant des semaines dans un état ambigu où vous n'êtes ni en crise ni vraiment apaisé. Elle ressemble moins à un escalier qu'à un terrain accidenté où certains jours vous marchez facilement et d'autres vous trébuchez sur une pierre que vous croyez avoir dépassée depuis longtemps. Un mardi matin, vous allez bien, réellement bien, pas « je gère bien ».
Quelque chose s'est allégé. Vous buvez votre café sans que ça soit un effort de commencement de journée. Vous pensez à la semaine à venir sans que ça déclenche ce resserrement dans la poitrine. Et vous vous dites « c'est derrière moi ». Vous y croyez vraiment. Et le mercredi, sans prévenir, sans cause identifiable, le même fond de lourdeur revient. Pas une crise, juste cette familière pesanteur. Et vous vous demandez si le mardi était réel ou juste une trêve entre deux états. Comme si la guérison était une illusion que les bons jours fabriquent. Le mardi était réel, le mercredi aussi. Les deux coexistent. Guérir, ce n'est pas vivre dans un état de bien-être continu. C'est apprendre à habiter les deux états sans que les mauvais jours aient le pouvoir d'annuler les bons. Le mercredi ne détruit pas le mardi, il existe à côté. Il ne prouve rien d'autre que sa propre présence. Il n'y a pas de ligne d'arrivée avec un chronomètre et des spectateurs. Pas de cloche qui sonne pour dire « c'est bon, le travail est terminé ». Ce qui existe, c'est un écart entre les bons et les mauvais jours qui, lentement, imperceptiblement, se réduit. Les jours les plus sombres deviennent moins sombres, pas lumineux, traversables. Les jours porteurs deviennent un peu plus fréquents, pas constants, plus fréquents. Personne ne vous demande de performer votre guérison, de montrer que vous allez mieux pour que les autres se sentent rassurés. Ce qui vous est demandé, c'est uniquement de continuer à vous lever, même les mercredis, surtout les mercredis. La fatigue honnête a quelque chose d'étrange et de précieux. Pas la fatigue qu'on minimise, pas celle qu'on compense, la vraie, celle qu'on pose le soir sur la table comme on poserait un objet lourd que les mains n'arrivent plus à tenir. Vous avez porté beaucoup de choses aujourd'hui, des choses visibles, des choses que personne n'a vues, des demandes formulées et des demandes non formulées auxquelles vous avez quand même répondu, des émotions traversées sans spectateur, des ajustements silencieux, une gestion continue du monde intérieur et extérieur en parallèle. Ce que vous portez n'est pas léger, et le fait de le porter en silence ne le rend pas plus léger. Ça le rend juste moins visible. Ce soir, pour 1 heure, vous n'avez pas à porter. Vous pouvez juste être là où vous êtes. Le poids n'ira nulle part. Il sera encore là demain. Mais cette heure ne lui appartient pas. Une forme de solitude particulière accompagne ceux qui ressentent beaucoup. Pas la solitude de l'isolement, la solitude de ceux qui perçoivent les choses finement et se retrouvent souvent sans interlocuteur à leur mesure. Vous avez senti des choses que les gens autour de vous n'ont pas semblé sentir. L'ambiance d'une pièce qui change quand quelqu'un entre avec une tension cachée. Le moment où une conversation bascule imperceptiblement d'un registre à un autre. La différence entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il veut dire. Vous l'avez senti. Vous l'avez peut-être même noté mentalement. Et vous n'avez rien dit, parce que le nommer aurait compliqué quelque chose, ou parce que vous n'étiez pas sûr que les autres l'auraient compris. Cette sensibilité est à la fois votre force et votre charge. Elle vous permet de comprendre les gens avant qu'ils aient fini leur phrase. Elle vous permet d'anticiper, d'adapter, de prendre soin des détails que les autres ne voient pas. Mais elle signifie aussi que vous traitez plus d'informations que la plupart, que la journée vous expose à des couches de perception que d'autres traversent sans les voir, que votre système nerveux travaille plus fort pour traiter le même environnement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est simplement plus exigeant. Et cette exigence justifie un repos plus profond. Pas un repos de surface, quelque chose de plus complet. Comme déposer non seulement le corps, mais aussi cette antenne intérieure qui capte tout, et lui signifier « Pour quelques heures, rien ne nécessite sa vigilance. Tout va bien. Le silence est permis. » On descend maintenant dans quelque chose de différent. On quitte la tête. Pas avec effort, pas avec une technique à appliquer, juste en portant l'attention ailleurs, plus bas, dans le corps.
Vos épaules. Prenez un instant pour les observer, là où elles se trouvent en ce moment. Elles sont probablement plus hautes qu'elles ne devraient l'être. Pas parce que vous les montez volontairement, parce qu'elles montent toutes seules au fil des heures, comme si elles essayaient de former un bouclier autour de votre nuque face à quelque chose qui n'existe plus. Des heures passées légèrement crispées, dans le bus, devant un écran, dans une réunion, sans que vous vous en rendiez compte. Si vous y pensez maintenant, si vous leur donnez la permission de descendre d'1 centimètre, vous sentez immédiatement la différence. Pas une douleur qui disparaît, une tension qui relâche, comme défaire le premier bouton d'un col trop serré. Votre mâchoire. Portez-y l'attention. Serrée? Pas fortement. Juste assez pour que les muscles soient en tension constante sans jamais atteindre le seuil qui déclencherait une douleur consciente. Relâchez-la légèrement. Laissez vos lèvres se séparer d'1 millimètre. Laissez votre langue reposer sans appuyer contre le palais. Remarquez ce que ça change dans votre visage, dans votre respiration. Vos mains, fermées ou ouvertes? Crispées autour de quelque chose, même si ce quelque chose n'est plus là? Posez-les. Ouvrez les doigts. Sentez la surface sous vos paumes. La température, la texture, le contact simple entre votre peau et ce qui vous supporte. Votre ventre. Il y a peut-être là une tension que vous ne remarquez plus parce qu'elle est si constante qu'elle fait partie du fond. Une légère contraction, comme si vous vous prépariez en permanence à encaisser quelque chose. Laissez-la se dénouer. Pas complètement, juste un peu. Un relâchement partiel est déjà quelque chose. L'esprit et le corps ne sont pas deux entités séparées qui cohabitent. Ils sont le même système, exprimé à 2 niveaux différents. L'anxiété n'est pas seulement dans votre tête. Elle est dans vos épaules contractées, dans votre mâchoire serrée, dans cette tension permanente du ventre, dans les muscles de votre dos qui tiennent une posture défensive depuis le matin. Comme si vous viviez dans un point fermé sans le savoir. Et quand le point commence à s'ouvrir, même légèrement, vous réalisez que vous reteniez un effort physique constant dont vous n'aviez aucune conscience. Le relâcher produit un soulagement qui semble disproportionné par rapport au geste minimal qu'il a provoqué. Comme enlever des chaussures trop serrées après une journée entière debout. L'inconfort ne disparaît pas immédiatement, mais quelque chose se libère. Portez maintenant l'attention sur votre respiration. Non pas pour la contrôler, juste pour l'observer. Sentez l'air entrer, pas dans vos poumons abstraitement, dans votre nez. Sa fraîcheur légère à l'entrée des narines. Le trajet de cet air vers le bas, l'expansion de votre poitrine, le gonflement léger de votre ventre. Sentez l'air sortir, plus chaud qu'il n'est entré. La descente de la poitrine. La légère pause entre l'expiration et l'inspiration suivante. Cette pause est silencieuse. Elle ne dure qu'une fraction de seconde, mais elle existe. Et dans cette pause, il n'y a rien à faire. Votre corps respire depuis votre premier instant. Il a respiré pendant votre sommeil, pendant vos moments de joie intense, pendant vos moments de peur, sans jamais vous demander votre avis. Cette automaticité est une forme de confiance. Votre corps sait ce qu'il fait. Il a des millions d'années d'expérience. Vous avez progressivement arrêté de faire des choses qui vous faisaient du bien. Pas d'un coup, par accumulation de priorités qui semblaient plus urgentes. Il fut un temps où vous dessiniez. Pas nécessairement bien. Pas pour montrer à quelqu'un, juste pour le geste, pour la concentration que ça demandait, pour cette façon particulière qu'a le dessin d'occuper exactement le bon espace dans la tête, ni trop peu, ni trop. Un temps où vous lisiez des romans, de vrais romans, pas des articles optimisés pour vous apprendre quelque chose d'utile en 5 minutes, mais des histoires longues qui demandaient de vous installer, de vous perdre dans un autre monde, d'oublier le vôtre. Un temps où vous marchiez longtemps sans destination, pas pour faire du sport, pas pour atteindre un objectif de pas quotidien,
juste pour marcher, sentir le sol sous vos semelles, changer le rythme de votre respiration naturellement, regarder des choses sans les chercher. Un temps où vous cuisiniez en prenant votre temps, où vous écoutiez un album entier sans rien faire d'autre en parallèle, où vous restiez assis quelque part dehors à regarder les gens passer sans vous sentir coupable de perdre un temps qui aurait pu être productif. Et puis la vie a rempli d'espace que ces choses occupaient, progressivement, légitimement souvent. Le travail un peu plus, les obligations un peu plus, les sollicitations numériques un peu plus. Et un jour, la dernière fois que vous aviez fait cette chose qui vous rendait calme, c'était il y a des mois. Et vous ne l'aviez même pas remarqué au moment où ça s'était arrêté. Ce que ces activités apportaient, ce n'était pas du bonheur au sens spectaculaire, c'était de la tranquillité. Ce sentiment stable, silencieux, de ne manquer de rien. De ne rien vouloir de plus que ce qui est présent. Cette qualité particulière d'attention qui s'installe quand on fait quelque chose pour rien d'autre que le faire. Elle ne vient pas des grandes réalisations, elle vient de la répétition de petits gestes qui vous ramènent à vous-même. Vous savez exactement lesquels. Vous ne les avez pas oubliés. Vous avez juste arrêté de leur faire de la place. Et la place peut se rouvrir. Pas demain nécessairement. Mais elle peut. Les moments les plus apaisants de votre vie n'ont probablement rien de spectaculaire photographié. Un après-midi de pluie où vous n'aviez rien de prévu, le son de l'eau contre la vitre, ce bruit régulier et légèrement changeant selon l'intensité, un livre ouvert sur les genoux, ou rien du tout sur les genoux, juste vous et ce bruit et l'absence totale de devoir être ailleurs ou autrement. Une promenade en fin de journée, en hiver, quand le ciel est déjà sombre à 17 heures et que les rues sont presque vides. L'air froid est net sur votre visage, vos pas sur le trottoir mouillé qui réfléchit les lumières des vitrines, la vapeur de votre souffle. Rien à chercher, rien à trouver, juste le mouvement et l'air. Un repas partagé avec quelqu'un en silence. Pas un silence gêné où les deux personnes cherchent quelque chose à dire. Un silence d'accord. Deux personnes qui n'ont pas besoin de mots pour se sentir en présence l'une de l'autre. La fourchette contre l'assiette, le goût de quelque chose de chaud et de simple. Et la paix extraordinaire de n'avoir pas besoin d'être intéressant ni d'être impressionné. Un samedi matin, réveillé naturellement depuis quelques minutes, les yeux encore fermés, le lit est chaud, la lumière filtre à travers les paupières avec cette qualité dorée du matin. Pendant 30 secondes, peut-être moins, vous ne pensez à rien. Pas à la veille, pas à la journée qui vient, juste le poids confortable de votre corps dans le lit et la chaleur du drap contre votre peau. 30 secondes de rien. Et c'est suffisant. C'est même parfait. Ces moments arrivent quand on arrête de les chercher. Plus vous les planifiez, plus vous les regardez de l'extérieur, au moment où ils se produisent, en vous demandant si vous les appréciez suffisamment, plus ils se dérobent. Mais quand vous vous installez dans ce qui est là, sans vouloir que ce soit autre chose, sans vouloir le prolonger ni le reproduire, ils apparaissent, légèrement, simplement. Le corps, c'est quelque chose que l'esprit refuse parfois d'admettre. Certains jours sont simplement bons à terminer. Pas chaque journée n'est une réussite. Certaines sont traversées plutôt que vécues. On a fait ce qui était nécessaire, on a tenu les engagements, on a géré l'imprévisible, et en dehors de ça, rien de particulièrement lumineux ne s'est passé. Aucun moment de grâce, aucune connexion profonde. Juste la mécanique ordinaire des heures qui s'écoulent. Ces journées méritent autant de repos que les bonnes, peut-être même davantage. Ce n'est pas parce qu'une journée n'a rien produit d'exceptionnel qu'elle n'a pas coûté. L'effort de traverser une journée grise est parfois plus épuisant que l'effort de traverser une journée chargée mais claire. Votre corps le sait. La lourdeur que vous ressentez ce soir n'a pas besoin d'être proportionnelle à quelque chose d'observable.
Elle est là parce que vous avez fonctionné, parce que vous avez été présent, parce que vous avez occupé l'espace que la journée vous demandait d'occuper. Et maintenant, vous pouvez cesser d'occuper cet espace. Il sera là demain matin, mais pas maintenant. Maintenant, votre seul espace, c'est ce corps, ce lit, cette respiration. Rien de plus grand que ça, et c'est amplement suffisant. Avez-vous déjà remarqué vos propres gestes, ceux qui vous appartiennent si complètement que vous ne les voyez plus? La façon dont vous tenez votre tasse, dont vous pliez les coins d'une page pour marquer un endroit, ou au contraire dont vous refusez absolument de corner les livres, dont vous disposez vos affaires sur une table avant de commencer à travailler, dont vous réorganisez l'environnement immédiat avant une tâche importante, comme si l'ordre extérieur pouvait déposer quelque chose d'ordonné à l'intérieur. Peut-être aussi des gestes hérités, un soupir particulier en vous asseyant, une façon de croiser les bras quand vous écoutez quelqu'un, une expression qui traverse votre visage quand vous réfléchissez et que vous ne voyez pas, mais que les gens autour de vous reconnaissent immédiatement. Ces gestes sont une forme de continuité entre vous et ceux qui vous ont précédés, entre vous et la personne que vous étiez à 8 ans, à 15 ans, à 25 ans. Une cohérence traverse tout ça, une trame qui relie les versions de vous-même, même celles qui vous semblent très différentes. Allongé ici, vous êtes la somme de tout ça, de ce que vous avez choisi et de ce que vous avez reçu sans choisir. Des blessures transmises sans intention et des forces données sans en avoir conscience. Ce n'était pas parfait, ça ne l'est jamais. Et pourtant vous êtes là, capable de ressentir, capable de remettre en question, capable de chercher quelque chose de plus doux. C'est plus que suffisant. Votre corps mérite quelques minutes de reconnaissance. Pas de la gratitude forcée, juste une attention simple à ce qu'il fait. Vos pieds portent votre poids depuis ce matin. Ils ont senti le carrelage froid du matin, l'asphalte chauffé par l'après-midi, la moquette ou le parquet de votre appartement en fin de journée. Votre dos s'est tenu droit pendant des heures, dans des positions qui ne lui sont pas naturelles. Vos yeux ont filtré des milliers d'images, de mots, de visages, de textes. Votre système nerveux a traité en continu des informations que vous n'avez même pas conscientisées. Vos jambes maintenant. Elles peuvent s'alourdir. Laissez ce poids descendre. Sentir le contact de la surface sous vos mollets, sous vos cuisses. Remarquez si l'une est plus tendue que l'autre. Laissez la tension partir progressivement, comme un sablier qui se vide lentement. Votre dos contre la surface où vous vous appuyez. Chaque vertèbre qui repose. Chaque muscle qui n'a plus à maintenir une posture. L'appui est là, il vous supporte. Vous n'avez pas à vous tenir vous-même en ce moment. Vos épaules, encore une fois. Si elles ont remonté pendant ces dernières minutes, laissez-les redescendre. Et cette fois, remarquez la chaleur de votre cou quand elle se relâche. Quelque chose se détend là aussi. Une chaîne qui se dénoue progressivement, vertèbre par vertèbre, muscle par muscle, sans effort, juste en étant là. Portez l'attention maintenant sur votre visage. C'est l'endroit où vous portez le plus de tension sans le savoir, parce que c'est l'endroit que vous montrez aux autres toute la journée. Votre front. Un léger froncement s'y installe peut-être, sans que vous le perceviez plus parce qu'il est permanent. Comme si vous étiez en train de réfléchir même maintenant, même dans l'immobilité. Laissez les muscles du front se déposer. Pas une détente forcée, juste un relâchement progressif de l'effort invisible. Votre espace entre les sourcils. Cet endroit porte la concentration, l'inquiétude, l'effort. Pendant la journée, vous avez froncé cet espace des dizaines de fois. Laissez-le s'élargir légèrement. Laissez la distance entre vos deux sourcils grandir d'1 millimètre. Vos joues. La peau qui recouvre les muscles qu'on utilise pour sourire,
pour contrôler les expressions, pour composer un visage adapté à chaque contexte, ces muscles peuvent se reposer maintenant. Le visage n'a plus de rôle à jouer. Plus personne ne le regarde. Plus rien à exprimer, à moduler, à présenter. Votre gorge, cet endroit qui retient les mots qu'on n'a pas dits, cette légère constriction qui accompagne l'émotion retenue, laissez-la se défaire doucement. Avec votre prochaine expiration, laissez partir quelque chose que vous n'aurez même pas besoin de nommer. Votre poitrine maintenant, à nouveau. Elle porte souvent les émotions qui n'ont pas de nom précis. Cette lourdeur diffuse qui s'installe après une journée chargée. Ce poids vague dont vous ne savez pas très bien d'où il vient. Sentez-la avec votre prochaine inspiration. Et avec l'expiration, laissez-la descendre d'1 degré. Elle ne disparaîtra peut-être pas complètement, mais elle peut devenir légèrement moins dense. Votre corps dans son entier, allongé, soutenu, immobile. Il n'y a rien à maintenir, rien à tenir. Laissez la gravité faire son travail. Laissez-vous peser. On entre dans la dernière partie de cette heure. Le rythme change ici. Il ralentit. Les phrases vont devenir plus longues, plus espacées. Les idées vont se poser plutôt que s'enchaîner. Vous n'avez plus besoin de suivre. Vous pouvez laisser les mots venir et partir. Vous pouvez fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser votre attention flotter sans l'ancrer à quoi que ce soit de précis. La nuit révèle ce que le jour cachait, pas les secrets, les évidences. Ces petites vérités que vous connaissez depuis un moment mais que l'agitation de la journée recouvrait sous des couches de bruit et d'urgence. Comme le fait que vous avez besoin de plus de calme que vous ne vous en accordez. Que certaines obligations que vous portez sans les remettre en question mériteraient un examen. Que vous aimez quelqu'un profondément et que vous ne le montrez pas autant que vous le ressentez. Que vous avez peur d'une chose précise et que cette peur est là depuis si longtemps qu'elle fait partie du paysage familier, comme un meuble qu'on ne remarque plus. Ces vérités ne sont pas des problèmes à résoudre ce soir. Elles ne demandent pas d'action, elles demandent seulement à exister sans être niées. Ce sont des compagnons silencieux. Ils marchent avec vous depuis un moment, pas pour vous accabler, pas pour vous reprocher quoi que ce soit, mais parce qu'ils portent quelque chose que vous avez besoin de ne pas oublier. Les reconnaître n'est pas inquiétant, c'est honnête. Et l'honnêteté, même quand elle concerne des choses incomplètes ou non résolues, produit une forme de légèreté, comme poser sur une table un objet qu'on portait dans les bras depuis trop longtemps. Marc Aurèle notait chaque soir dans son journal, pas pour la postérité, pour lui-même. La différence entre ce qu'il avait craint le matin et ce qui s'était réellement passé. Et presque chaque soir, il arrivait à la même conclusion discrète. La réalité avait été plus douce que la prédiction. Pas parce que la vie est facile, parce que l'imagination, quand elle travaille dans l'obscurité sans matériaux concrets, est plus cruelle que la vie. Ce que votre esprit fabrique à minuit n'est jamais fiable comme évaluation de la réalité. Les réponses nocturnes sont colorées par la fatigue, par l'obscurité, par la façon dont le cerveau amplifie les menaces quand la lumière baisse et que les distractions disparaissent. Ce qui semble insurmontable à 23 heures devient souvent traversable à 10 heures du matin, avec du café, avec la lumière naturelle, avec le corps reposé. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, c'est que votre capacité à y faire face est différente selon l'heure et l'état de votre système nerveux. Faire confiance à l'esprit fatigué de la nuit, c'est comme lire une carte à la lumière d'une bougie dans un vent fort. Les contours sont là, mais ils tremblent. Attendez la clarté du matin pour décider. Sénèque observait que les gens changent rarement sous l'effet de la raison. Ils changent quand ils sont devenus trop fatigués de l'état dans lequel ils vivent pour le maintenir plus longtemps. L'adaptation est le talent humain le plus silencieusement dangereux. On ne se dit pas « j'accepte de vivre dans un état qui ne me convient pas ».
On dit juste « c'est comme ça ». Et « c'est comme ça » installe lentement un plafond. Mais reconnaître ce plafond, même dans l'obscurité, même à moitié endormi, est déjà un acte. Pas un changement encore, juste une reconnaissance. Quelque chose en vous sait que certaines choses peuvent être différentes. Pas forcément demain, mais différentes. Le changement, quand il vient souvent avec de la clarté et non avec de l'urgence. Certains mots que vous n'avez peut-être jamais entendus vous appartiennent pourtant. Vous faites du bon travail. Pas au sens d'une performance évaluée par un supérieur ou un père, au sens large, profond. Votre façon de vivre, avec les moyens que vous avez, les limites que vous portez, les contradictions qui n'ont pas encore été résolues, la fatigue que vous traînez depuis des jours ou des semaines. C'est assez. Ce que vous avez donné cette semaine, ce que vous avez fait pour les autres cette année, ce que vous avez tenu dans vos mains sans le laisser tomber alors que les mains étaient fatiguées. Pas parfait, jamais parfait, mais assez. Et il y a une libération silencieuse dans le fait d'entendre ces 2 syllabes quand on a passé des années à croire que rien ne l'est jamais vraiment. Vous n'êtes pas en retard. Pas en retard sur un calendrier imaginaire que personne n'a écrit, mais que tout le monde semble consulter. Celui qui dit qu'à tel âge on devrait avoir accompli telle chose, être arrivé à tel endroit, avoir résolu tel problème intérieur. Ce calendrier n'existe pas. Il est fabriqué par la comparaison avec des gens qui ont des histoires différentes, des contextes différents, des points de départ différents. Là où vous en êtes est exactement là où vous pouviez être. Vous êtes plus résistant que vous ne le pensez. Pas résistant au sens de ne rien ressentir ou de ne jamais être touché. Résistant au sens de toujours là. Après les nuits difficiles, après les doutes qui durent des mois, après les coups encaissés en silence, après les recommencements qui semblaient épuisants avant même de commencer. Vous êtes encore là, debout le matin, pas parfait, présent. Et la présence est la chose la plus difficile à maintenir sur la durée. Laissez votre esprit maintenant faire ce qu'il veut faire. S'il veut continuer à tourner, laissez-le. Ne luttez pas. La lutte contre l'agitation l'alimente. Ce que vous cherchez à fuir en le combattant reste présent plus longtemps que si vous le laissez simplement exister. Votre esprit est conçu pour anticiper, pour prévoir. C'est son travail évolutif, développé sur des centaines de milliers d'années, pour vous maintenir en vie dans des environnements dangereux. Aujourd'hui, il fait toujours ce travail avec le même niveau d'intensité, même quand l'environnement n'est plus dangereux. Allongé dans votre lit, en sécurité, nourri, au chaud, il continue de vérifier les portes. Il continue de modéliser des scénarios. Il continue de préparer des réponses à des menaces qu'il fabrique parce qu'il a besoin d'avoir quelque chose à faire. Vous n'avez pas besoin de le renvoyer. Ce serait lui donner une raison de plus de s'agiter. La manière la plus efficace de le calmer n'est pas la force, c'est l'indifférence douce. Donnez-lui rien à analyser d'urgent, rien à résoudre, rien à planifier. L'agitation continue un moment, comme un moteur qu'on coupe et qui tourne encore sur son élan quelques secondes avant de s'arrêter. Puis elle ralentit, pas complètement, suffisamment pour entendre autre chose. Votre respiration, le poids de vos membres, le contact entre votre corps et ce qui vous supporte. Quelque chose d'étrange et de doux se passe quand on reste longtemps immobile. Le corps se rappelle à vous, pas par la douleur, par la présence. Vous commencez à le sentir différemment, pas comme un outil qui effectue des tâches, comme quelque chose de vivant, de chaud, de lourd, de façon réconfortante. Vous sentez votre poids, la gravité qui tire doucement votre corps vers le bas, pas comme une contrainte, mais comme un ancrage à quelque chose de stable et de solide.
Le contact entre votre dos et le matelas, entre votre tête et l'oreiller, entre vos mollets et les draps. Ces points de contact sont réels. Ils sont là, maintenant. Pas hier, pas demain, maintenant. La température de l'air sur votre visage, cette légère fraîcheur qui entre dans vos narines avec chaque inspiration et qui ressort un peu plus chaude. Un échange régulier, silencieux, automatique. Votre cœur bat, en ce moment, sans que vous le lui demandiez, sans que vous le supervisiez. Il bat depuis votre premier instant et il battra jusqu'au dernier. Et entre ces deux moments, il n'a jamais pris de vacances, jamais demandé une pause, jamais faibli sous le poids de la fatigue de la journée. Pendant que vous doutiez, pendant que vous aviez peur d'une chose que vous ne saviez pas nommer, pendant que vous pensiez que quelque chose d'important s'effondrait, votre cœur battait. Régulier, patient, fiable d'une façon que peu de choses dans la vie arrivent à être. Il y a en vous une intelligence plus ancienne que vos pensées, plus stable que vos émotions, plus silencieuse que les mots. Une intelligence qui sait respirer, qui sait dormir, qui sait comment guérir une entaille sans que vous y pensiez, qui sait transformer la fatigue en repos, qui sait quoi faire avec l'obscurité et le silence. Cette intelligence n'a pas besoin de votre aide pour faire ce qu'elle fait. Elle a besoin de quelque chose de plus simple et de plus difficile à la fois. Elle a besoin de votre confiance. Le sommeil viendra quand il viendra. Chercher à le déclencher par la volonté est précisément ce qui l'éloigne. Votre corps a dormi des milliers de nuits sans votre supervision. Il connaît le chemin. Il n'a pas besoin de vous pour le trouver. Ce qui empêche le sommeil, ce n'est presque jamais le corps. C'est l'esprit qui refuse de considérer la journée comme terminée, qui continue à vouloir traiter, analyser, préparer, protéger, qui se comporte comme un veilleur qui ne reçoit jamais l'autorisation de quitter son poste. Vous pouvez lui donner cette autorisation maintenant. La journée est terminée. Tout ce qui devait être fait est soit reporté à demain. Un message non envoyé attendra que vous soyez reposé pour être mieux formulé. Une décision non prise attendra la clarté du matin pour être mieux éclairée. Une conversation difficile attendra que vous ayez les ressources pour l'aborder. Ces choses existent encore. Elles ne disparaissent pas parce que vous dormez. Mais elles n'ont pas besoin de vous maintenant. Et vous n'avez pas besoin d'elles maintenant. Des pensées vont traverser, c'est inévitable et c'est normal. Un fragment d'image, un prénom, un mot ou une phrase sans contexte, une préoccupation qui remonte brièvement à la surface, un souvenir sans rapport apparent avec quoi que ce soit. Laissez-les passer. Ne leur attachez pas de fil conducteur. Ne les suivez pas dans leur développement. Remarquez leur présence comme on remarquerait quelqu'un qui passe derrière une fenêtre et laissez-les continuer leur chemin sans les retenir. Elles vont toutes passer. Elles passent toujours. Ce qui leur donne du poids, ce n'est pas leur nature. C'est l'attention qu'on leur accorde. Privées d'attention, elles se dissolvent d'elles-mêmes. Votre corps s'alourdit. Sentez ce poids. Vos pieds d'abord. Ils sont lourds, ancrés. Inutiles au sens le meilleur du terme. Ils n'ont rien à soutenir en ce moment. Rien à propulser, rien à équilibrer. Juste là. Vos jambes. Ce même poids qui monte lentement. Les muscles qui se déposent, qui n'ont plus à maintenir quoi que ce soit. La longueur entière de vos jambes, de vos chevilles à vos hanches, qui s'abandonne à la surface sous elles. Votre bassin, votre dos. Le contact entre votre colonne vertébrale et ce qui vous supporte. Chaque appui, chaque point de contact, réel et présent. Vos bras, lourds le long de votre corps, ou posés sur votre ventre, ou dans la position qu'ils ont choisie. Vos mains,
les doigts légèrement ouverts, la chaleur de vos paumes. Votre poitrine, elle se soulève et s'abaisse avec votre respiration, régulièrement, sans effort de votre part. Votre cou, soutenu par l'oreiller, les muscles qui n'ont plus à tenir votre tête qui est peut-être la chose la plus lourde et la plus active de votre corps, qui se repose enfin. Votre visage, vos paupières fermées, douces, légèrement lourdes elles aussi. Le coin de votre bouche détendu, votre front lisse ou presque lisse. Votre souffle qui sort par la bouche, légèrement. Vous êtes là, complètement là. Ce moment n'est pas une attente du sommeil, il est déjà quelque chose. Ce repos, cette immobilité, cet abandon progressif du corps sont déjà une forme de récupération. Même si le sommeil prend encore quelques minutes, vous êtes déjà dans quelque chose de différent de la journée. La frontière entre l'éveil et le sommeil n'est pas une porte qu'on franchit, c'est un couloir que vous parcourez progressivement. Vous êtes dans ce couloir maintenant. L'éveil s'éloigne dans votre dos. Vous n'avez pas à savoir où vous en êtes. Vous n'avez pas à mesurer la distance parcourue. Il suffit de continuer à avancer sans effort. Zénon enseignait dans un endroit ouvert sur la ville, pas dans un espace protégé des bruits et des passants. Les gens traversaient, les conversations extérieures entraient, et au milieu de tout ça, il parlait de la seule chose qui lui semblait valoir la peine d'être transmise. La capacité à rester entier quand tout autour de vous est en mouvement. Le calme qui dépend d'un environnement parfaitement silencieux n'est pas du calme. C'est une pause conditionnelle. Le calme profond, le seul qui soit vraiment utile, c'est celui qu'on peut trouver même au milieu de tout. Au milieu du travail, des conversations difficiles, des petites joies qui passent trop vite, des petites douleurs qui s'attardent plus que nécessaire, du bruit ordinaire de l'existence. Ce calme n'est pas quelque chose que vous construisez. Ce n'est pas une compétence que vous acquérez par accumulation d'heures de pratique. C'est quelque chose qui était là avant le bruit. Quelque chose de plus ancien que vos pensées les plus anciennes. Un endroit en vous qui attendait, silencieusement, patiemment, que vous ayez un moment comme celui-ci pour vous y installer. Demain matin, la journée commencera. Le bruit reviendra. Les obligations referont surface. Votre esprit reprendra son travail habituel. Et dans tout ça, peut-être, pendant un demi-second, vous vous souviendrez que cet endroit existe, que vous y avez été, qu'il n'a pas bougé. Ce demi-second est suffisant. Il peut changer la couleur d'une journée entière. Pensez à quelqu'un que vous aimez. Pas pour analyser cette relation ou réfléchir à ce qui pourrait aller mieux, juste pour sentir sa présence dans votre esprit pendant quelques secondes. La façon dont cette personne parle, un geste qu'elle a, une chose précise et petite qui la rend reconnaissable parmi tous les autres. Ces liens sont réels, même dans l'absence, même dans la distance ou dans le silence entre deux échanges. Ils ne requièrent pas d'entretien constant pour exister. Ils existent parce qu'ils ont été construits, lentement, sans qu'on s'en rende compte, par des centaines de moments ordinaires qui, mis bout à bout, forment quelque chose de solide. Vous n'êtes pas seul dans cette nuit, pas au sens sentimental, au sens factuel. Des gens qui tiennent à vous dorment en ce moment ou essaient de dormir, exactement comme vous. Des gens qui ont pensé à vous aujourd'hui, peut-être brièvement, pendant une seconde entre deux tâches, sans vous le dire. Ces pensées existent sans que vous le sachiez. Vous n'avez pas besoin de les vérifier pour qu'elles soient réelles. Laissez cette pensée être là un moment, puis laissez-la partir. Vous n'avez pas besoin de la tenir. Le silence de la nuit a une qualité différente du silence de la journée. Le silence de la journée est une absence. L'absence de bruit, de mouvement, d'exigence. Le silence de la nuit est une présence.
quelque chose de plein, de texturé, de légèrement vivant. Dedans, il y a le son de votre respiration, le bruit presque inaudible du sang dans vos oreilles si vous tendez vraiment l'attention, le craquement occasionnel de la maison qui se contracte dans la fraîcheur, le son lointain d'une voiture, d'un train, de la vie qui continue quelque part dehors pendant que vous vous posez ici. Ces sons ne sont pas des perturbations, ils sont le fond sonore de l'existence ordinaire. Ils ont accompagné des milliers de nuits avant celle-ci, ils accompagneront des milliers de nuits après. Et dans cette continuité, il y a quelque chose de rassurant. Le monde continue. Il n'a pas besoin de vous pour continuer. Et vous n'avez pas besoin du monde pour vous reposer. Laissez votre respiration vous porter maintenant. Elle sait où elle va. Vous n'avez rien à décider, rien à faire, rien à tenir. Le lit vous supporte. L'obscurité est douce. Le silence n'est pas vide. Il est plein de tout ce qui n'a pas besoin de mots. Votre corps sait dormir. Il attend seulement que vous cessiez de lui demander quand. Bonne nuit.